Bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié la keynote ce matin et toutes les conférences et le déjeuner. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de React, de Redux, de Realtime, et puis voir un petit peu aussi comment on met ça à l'échelle. Je m'appelle Cédric Aubert, je suis Cloud Builder chez WeScale. Alors si vous n'avez pas encore entendu parler de WeScale, je vais vous faire un petit topo dessus. Si je suis Cloud Builder, ça veut dire que j'adore scaler les choses, j'adore coder, et j'adore aussi boire des bières, accessoirement. WeScale, c'est quoi? WeScale, c'est une société de conseil basée à Paris qui est spécialisée dans l'implémentation de solutions cloud, next-gen, chez les clients. Donc, on accompagne nos clients vers leur transition vers le cloud et on le fait bien. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, on embauche. C'est bon à savoir. Alors, le temps réel. Alors, pourquoi je veux vous parler de temps réel aujourd'hui? Eh bien, il y a de nombreuses années, on avait le web 1.0. Donc, les pages statiques qu'on a tous plus ou moins connues. Et puis ensuite, les développeurs se sont dit, bon, ce serait bien de mettre un petit peu d'animation dans tout ça. Donc, on va y ajouter de l'Ajax. C'était l'avènement du web 2.0, le super argument marketing qui permettait de rendre tous les sites absolument magnifiques et interactifs. Et puis, depuis, il n'y a pas eu énormément de révolution. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même eu... on a Periscope, Facebook Live, on a tous ces gros acteurs qui commencent à ajouter petit à petit du temps réel dans leurs produits. Alors, pourquoi ils font ça, finalement? Ils font ça parce qu'ils veulent fournir à leurs utilisateurs une meilleure expérience web. Parce que plus c'est interactif, plus c'est accueillant, plus c'est agréable à voir, plus ça attire l'œil. Ça attire le regard et donc du coup, on capte mieux l'attention de l'utilisateur, il reste plus longtemps. Aujourd'hui, on sait que plus on reste longtemps sur un site web, plus on lui fait rapporter de l'argent. Et puis, ça nous permet d'accumuler plus de données. On se doute bien qu'aujourd'hui, Facebook se débrouille pas pour vous faire rester longtemps sur son site web juste pour vous afficher de la pub. Si, en vrai c'est ça, mais c'est surtout pour récolter beaucoup de données pour vendre la pub de plus en plus cher. Et c'est comme ça chez tout le monde en fait. Periscope, ils sont peut-être pas encore très très bien trouvé leur modèle économique, mais à la base c'est ça, c'est vous faire rester le plus longtemps possible, vous faire visionner quelque chose, et puis pourquoi pas savoir ce que vous aimez comme type de vidéo, et puis à terme peut-être y mettre de la publicité. Bon, il y a tout un tas d'applications, mais le but ultime c'est quand même de fournir une expérience à l'utilisateur et de le faire rester sur le site pour en savoir un maximum sur lui. Alors comment on fait ça? Alors on pourrait se dire que, vu que les sites ont progressivement rajouté des petites fonctionnalités comme ça à l'intérieur, c'est tout simple. Il suffit d'ajouter un ou deux composants qui sont en réel et puis c'est parti. En fait, c'est pas tout à fait ça. Une application temps réel, c'est bien d'ajouter quelques fonctionnalités des sites, mais c'est mieux de la penser telle qu'elle dès le début. Pourquoi? Parce que si vous voulez scaler cette application, si vous voulez qu'elle ait du succès, vous allez très vite vous rendre compte que ce qui va poser problème, c'est cette partie temps réel. Et comment l'adresser, ça va nécessiter de revoir une bonne partie de votre application. Il n'y a pas de technologie magique qui existe aujourd'hui. Il y a plein de technologies telles que Firebase ou Horizon. Il y a plein de technos qui existent qui vous permettent d'obtenir un flux temps réel de ce qui se passe dans votre base de données ou ce qui se passe, qui vont refléter les interactions des autres utilisateurs. Ces technologies sont bien, mais il ne s'agit pas de l'apprendre et de l'utiliser pour faire une vraie application. Il vaut mieux bien choisir un ensemble de technologies. Et puis, enfin, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. En fait, vous allez voir dans cette présentation que, à l'aide d'un simple projet fait en React, Redux, RuffingDB, on va voir tout ça tout à l'heure, on va pouvoir créer une application temps réel. Et non, alors, elle est très simple, je vous l'accorde. C'est pas le but, on n'est pas là pour recréer un Facebook, mais vous allez pouvoir créer une application temps réel qui marche et surtout qui monte en charge. Alors React, Redux, RuffingDB, Kubernetes, les technos qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est quoi?
Alors, qui est-ce qui est développeur dans la salle? Oh, c'est super. Qui est-ce qui a déjà fait du React? C'est super aussi. Et donc, c'est quoi votre ressenti là-dessus? Vous trouvez que c'est une bonne techno, une mauvaise techno? Vous regrettez Angular ou comment ça se passe? Non, ça va? Bon. React, c'est une bibliothèque JavaScript qui a été écrite par Facebook, qui est open source et qui a pour but de fournir un équivalent au Web Component, donc des composants réutilisables pour composer notre page, plutôt que mettre des divs et d'avoir des templates comme en Angular, ou de faire des divs, TD, TR, table avec des CSS dans tous les sens. Là, on a une approche beaucoup plus composante et donc beaucoup plus saine pour créer un site qui grossit. L'autre avantage, c'est que cet arbre de composants crée en fait un arbre virtuel qui permet à React, lorsqu'il y a un changement d'état sur un de ses composants, de savoir exactement ce qu'il doit re-rendre. Donc ça nous permet d'avoir des très bonnes performances quand on a une application qui a des composants qui se rafraîchissent fréquemment. Dans notre cas, on va faire du temps réel, c'est tout à fait ce qu'il nous faut comme technologie. À quoi ça ressemble? À peu près à ça. On a une classe dans laquelle on a une méthode render, et puis cette méthode render, on lui dit voilà ce que tu dois rendre sur la page web. Alors, je sais que ça va en défriser plus d'un, parce que mettre du code HTML dans un fichier JS, c'est pour certains monstrueux et même rédhibitoire, c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas React. Mais c'est l'approche JSX, et c'est plutôt une bonne approche en fait, parce que là finalement je mélange quoi? Je mélange ici un div avec deux composants React, on va voir, que j'ai créé après. Et c'est des composants qui ressemblent vraiment à une belle liste standard, avec des attributs et des fonctions. Redux, c'est aussi une bibliothèque JavaScript, mais qui, elle, va vous permettre d'avoir un état global pour votre application. Parce que comment vous faites quand vous avez une application de type une application web ou une application Angular, et que vous avez un composant quelque part que techniquement, vous pouvez le mettre n'importe où, en fait, ce composant. On est dans une approche composant, donc il peut être utilisé à un endroit, à un autre endroit, peu importe. Ce composant-là, comment il fait pour notifier l'application qui va modifier un comportement de celle-ci? Alors, vous pouvez avoir un bus de messages qui, effectivement, va dispatcher à toute l'application un message qui dit « Eh oh, voilà, ça a changé ». Eh bien, Redux prend les choses un petit peu différemment en se disant j'ai qu'à avoir un état global, et mes composants, plutôt que d'écouter des événements, ils vont s'attacher à des parties de cet état global. Et du coup, quand cet état global change, automatiquement, Redux va le voir et va demander à React de redessiner ses composants. Et donc, ça nous permet d'avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. À dire, voilà, si j'ai une fonction increment-like qui envoie un événement de type j'incrémente de 1, par exemple, cette fonction, donc je vais l'envoyer de n'importe où dans le code. Elle va être récupérée par un handler ici, qui va lui dire moi je prends mon état global et puis je lui rajoute le nombre qu'il y a à l'intérieur de mon payload. Et le fait de faire ça fait que tout ce qui va être attaché à cette partie de l'état global va automatiquement se remettre à jour. C'est pratique. Ça veut dire que mon composant sur lequel je clique pour ajouter un like, lui, en fait, il change jamais. En fait, il ne sait même pas que ça a impacté d'autres gens. Mais tous ceux qui sont intéressés par cet état-là vont être notifiés. Et RuffingDB, alors, vous avez peut-être entendu parler de RuffingDB parce que vous l'avez utilisé ou parce que récemment, la société derrière RuffingDB a dit qu'ils faisaient faillite, basiquement. Ce n'est pas pour autant que le projet disparaît, bien au contraire, c'est une des bases de données NoSQL qui a le plus de stars sur GitHub. Ils sont très très actifs, la communauté continue d'améliorer cette base de données. Et c'est quoi? En fait, c'est une base de données NoSQL qui a été très bien écrite, pour une fois, et surtout qui est faite pour le temps réel. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez une base de données NoSQL type MongoDB, tout le monde a fait un petit peu du MongoDB, vous allez écrire dans votre base de données qu'un nouveau like est apparu, par exemple, si on est dans ce cas-là. Et puis ensuite, vous allez query cette base de données avec vos clients pour savoir il y a eu un nouveau like, ok.
je récupère l'information, je la mets chez moi. Là, RuffingDB, ils se disent, mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire autant d'appels sur le site web des utilisateurs, juste pour savoir si quelque chose a changé? Donc RuffingDB va vous permettre de faire une requête, mais vous abonner à cette requête et de dire, OK, moi je veux tous les likes, mais par contre, dès que cette information elle change, tu m'envoies un événement, tu me le dis, et moi je fais ce que je veux avec. Et on va voir que du coup, ça s'intègre très très bien avec Redux et React. À quoi ça ressemble? Ça ressemble pas mal à du JS. C'est plutôt cool, parce que du coup, c'est facile à prendre en main. Là, je lui dis, j'ai ma table like, je vais récupérer l'élément qui a l'ID 1, et puis je le mets à jour en additionnant 1 à sa valeur. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis Kubernetes, qu'on va voir à la fin, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que vous en avez tous ceux qui ont fait du conteneur ici ont dû en entendre parler. Kubernetes est l'orchestrateur par excellence de conteneurs Docker. Moi, j'aime dire ça parce que je suis un aficionado de cette technologie, mais je le pense. Pourquoi? Parce que basiquement, orchestrer des conteneurs Docker sans orchestrateur, ça devient juste un enfer. C'est rapidement le bordel. Et Google, force de son expérience en termes de conteneurs parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils en font, s'est dit ce serait bien, maintenant que tout le monde commence à s'y mettre, qu'on partage un petit peu ce qu'on sait faire. Et ils ont lancé cette initiative il y a maintenant quelques années. Et c'est désormais un projet qui est stable, qui est en production et qui vous permet très facilement de gérer tous vos conteneurs dans un cluster et de monter en charge, de baisser, de faire s'interconnecter des microservices, etc. On reviendra un peu plus tard dessus. Alors, trêve de parole, on va un petit peu voir ça en détail. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien là. Bon, je vais essayer de me décaler un petit peu. Parce que... Vous voyez mon écran? Parfait. Donc, ici, j'ai donc mon application que j'ai appelée ça Xebigo. Bon, ok. Pourquoi pas. Et j'ai 3 parties. J'ai mon client, qui est donc mon client web en React. D'accord, on va le voir. J'ai un composant serveur API, qui est en fait une simple application Node.js qui fait qu'en fait répondre à un web service qui dit incrémente le nombre de likes en base de données. Et puis j'ai un serveur feed qui lui est là pour quoi? Il est là pour dire OK, tous les gens qui veulent écouter RuffingDB, s'abonner à des événements, ils vont taper sur ce microservice-là. Pourquoi 3 applications différentes? Parce que je suis dans une approche microservice, j'ai envie que chacun de ces modules puisse se scaler différemment au sein de mon cluster, pour toujours répondre à la charge. Donc, si on commence à regarder, par exemple, l'application client React, j'ai quoi? On va retrouver un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai un conteneur, ici, un container, qui reprend ici ce que je vous ai montré dans les slides. Donc, ce conteneur-là va se rendre dans la page web avec 2 composants, like et likes button. Like, ça c'est quoi? C'est tout simplement un composant qui dit voilà combien il y a eu de likes. Donc, il écrit likes. Ah, on voit plus, c'est ça? Ah, c'est trop petit? C'est trop petit. Alors, attendez. Non, c'est pas ça? C'est quoi? Pomme, zoom. Pomme, zoom, non. Ça marche pas. Ça marche pas. J'ai pas Windows. Ah, Windows. Oh, pardon. Bah non. Fail. Fail. Quoi? Pomme Shift A. Non. Ouais. Ah. Voilà, fin de la présentation. Donc voilà, mon composant est très simple. C'est un composant où je mets un div et j'écris juste likes, double point, la propriété likes de ce composant-là. Donc c'est extrêmement basique. Et mon like button, c'est pareil, je pinch,
c'est pareil, c'est un composant dans lequel je mets un bouton à l'écran et je lui dis, quand tu cliques dessus, eh ben, tu appelles la fonction onIncrement qui est passée en propriété. Donc, si on revient dans notre conteneur, je zoome, si on revient dans notre conteneur, on voit ici que les likes, je crée le composant en lui passant comme propriété likes pour qu'il affiche le nombre de likes qui correspond à la propriété de ce container likes. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, je lui ai dit, voilà, j'ai dit à Redux, connecte-moi la partie de l'état global likes à la propriété likes de ce container. Grâce à ça, ce conteneur prend automatiquement cette propriété et je peux l'utiliser comme n'importe quelle autre propriété d'un composant web, à la différence que quand cette propriété va changer, le composant va automatiquement être rendu. Et puis pour mon bouton, quand je clique sur, je lui dis, voilà, quand tu cliques sur un increment, tu appelles ce like-là. Donc ce like, il va faire quoi? Il va appeler une fonction increment like de 1. Bon, cette fonction, où est-ce qu'elle est déclarée? Elle est également déclarée en dessous par Redux. Je lui ai dit, voilà, je veux binder cet increment like, qui est un module qui correspond à la fonction Redux que vous avez vue tout à l'heure, donc qui est ici, et qui va elle, poster sur mon API qui va faire un appel sur mon API pour dire je veux incrémenter de 1. Voilà. Bon. C'est extrêmement simple et bah, ça fonctionne. Je vous montrer rapidement. Voilà. J'ai ici 40 042 likes. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Hein. Voilà. Ça s'incrémente. Et si j'ouvre un deuxième navigateur, comme c'est watché, je l'ai bien dans les deux navigateurs, donc dans deux clients différents, j'ai bien du temps réel. Mais alors, vous allez me dire, OK, tu as fait un appel à l'API pour incrémenter un compteur, mais à quel moment tu récupères la nouvelle information dans tous les autres navigateurs? Eh bien, c'est simple. C'est qu'au début, quand le composant s'est affiché, je lui ai dit, voilà, au moment où tu te montes dans la page, tu appelles la méthode watchLikes. WatchLikes, c'est aussi une fonction qui est dans Redux, qui est dans mon module, qu'on peut trouver ici, et qui, elle, va dire, OK, je ne fais pas une action directement sur une API ou quoi que ce soit, j'envoie un événement de type watchLikes, et je l'envoie sur le serveur. Donc, c'est pas un événement qui va être interne à ma page web, c'est un événement qui va être côté serveur, qui va passer côté serveur automatiquement à travers une connexion WebSocket, et du coup qui va s'exécuter côté serveur. Donc, si on va dans notre serveur et qu'on regarde effectivement cet événement, on va voir que, qu'est-ce que je fais? Ah, ça a l'air un petit peu compliqué, en fait, ça n'est pas tant que ça. Je lui dis ici, voilà, l'événement watchLike, quand tu le reçois, tu appelles ça. Donc, il appelle ça. Et puis là-dedans, je lui dis, j'exécute dans RuffingDB un get sur la table likes, et ça va me renvoyer un résultat qui est le compteur, donc combien il y a eu de likes en base de données. Et puis ce résultat, je vais le dispatcher. Je vais faire un dispatch. Donc je vais dispatcher à la partie cliente cet événement-là. Donc je vais lui dire, voilà, c'est un événement de type update likes count avec comme payload la nouvelle valeur. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet événement, comme il va repasser côté client, ici, toujours dans notre module Redux, je vais voir ici un handler qui va dire quand tu reçois update likes count, tu mets à jour l'état global avec le payload. Et comme tous les clients que je vais lancer dans mon navigateur s'abonnent à cet événement, ils vont tous recevoir en même temps de la part du serveur cette information-là. Ils vont tous mettre en même temps à jour via cet événement leur état global. Et comme les composants de tout le monde sont attachés dessus, ils vont se mettre à jour. S'ils étaient sur une page différente, ça mettrait quand même à jour leur état global. Ils ne le verraient pas. En arrière-plan, ça mettrait à jour pour que s'ils reviennent sur la page en question, ils aient bien le nouveau compteur. Donc on ne perd pas d'informations de ce côté-là. Ensuite, ceci étant fait,
Hop, voilà, je me suis trompé de page. Ceci étant fait, je vais lui dire, bon, maintenant que tu as envoyé l'état initial, finalement, eh ben, je vais effectuer la même action, mais cette fois, je vais rajouter cette petite subtilité qui va dire, cette fois, tu vas écouter les changements. Tu vas écouter, tu vas me faire la même requête, mais tu vas écouter tous les changements qui peuvent arriver sur cette base. Et à chaque changement, tu vas m'appeler cette fonction-là en me donnant la nouvelle valeur de ce qu'il y a en base de données. Résultat, une fois que la première valeur a été dispatchée, rien ne m'empêche de dispatcher chaque nouvelle valeur que peut avoir cette requête en base de données. Donc je réappelle ma fonction de dispatch à l'infini, chaque fois que je sens quelque chose, jusqu'à ce que bien sûr le client se détache, du coup le handler s'arrête, et puis la connexion est libérée. Quand on regarde, si je regarde un petit peu par exemple dans l'inspecteur, que vous ne voyez pas parce que c'est trop petit, si peut-être, j'ai effectivement un certain nombre d'actions ici qui arrivent. Vous les voyez, je ne sais pas si je peux... Merci. Voilà. Donc j'ai reçu effectivement un certain nombre d'actions qui ont modifié cet état global avec la nouvelle valeur et puis le type d'action qui a été envoyé au client. Maintenant, si je reviens à ma présentation, si je la retrouve, elle est où? Elle est là. Donc, la chose que je ne vous ai pas dite, c'est est-ce que ce comportement-là, il est natif dans Redux? Ben non, ils n'ont pas créé cette librairie pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit bout de code au milieu, qu'on appelle un middleware, qui va dire, voilà, si dans l'action que tu m'as envoyée, il y a ce flag, là, serveur, eh ben, tu vas envoyer le message à travers ma couche socket IO, enfin ma couche WebSocket. J'ai juste besoin de faire ça côté client. Et côté serveur, j'ai besoin... Bon, ça, on l'a déjà vu, pardon. Côté serveur, j'ai besoin de lui dire, ouvre un socket WebSocket. Et quand tu reçois un message, si c'est un message de ce type-là, eh bien, fais-le passer à l'intérieur de mon événement côté serveur qui, lui, du coup, va dispatcher au fur et à mesure toutes ces informations-là. Maintenant, comment on monte en charge avec ça? Parce que vous doutez bien que c'est pratique, par exemple, pour un site standard de dire je tape toutes les 5 secondes sur une API. Ils peuvent maîtriser un petit peu les flux qui arrivent. C'est-à-dire que s'il y a trop de charge sur les serveurs, les requêtes d'après vont attendre et puis ça finira bien par arriver. Nous, dans notre cas, on a des communications qui sont en temps réel et donc on a besoin de réagir très vite et on a besoin d'avoir constamment des sockets qui sont ouverts. Donc c'est beaucoup plus compliqué de monitorer un petit peu la charge plutôt qu'avec un simple appel REST qui peut se faire au fur et à mesure du temps. Mais alors pour ça, on va utiliser donc Docker et Kubernetes pour pouvoir scaler rapidement cette application. Donc, pourquoi Docker? Qui a déjà fait du Docker ici, d'ailleurs? À peu près tout le monde. Voilà. Pourquoi Docker? Parce que c'est en ce moment le meilleur moyen de packager une application et de la distribuer n'importe où. On n'a pas besoin de s'occuper des dépendances pour faire tourner l'application. On n'a pas besoin de s'occuper des contraintes liées à la machine hôte. On a un conteneur qu'on peut déployer une fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, et qui va tourner de la même manière à peu près partout. Nous, dans notre cas, on s'en sert pas pour cet aspect-là particulièrement, même si ça nous aide, mais pour monter en charge. Parce qu'on veut aller vite quand il y a beaucoup de clients qui arrivent d'un coup. Et pourquoi Kubernetes? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que sans ça, moi, j'ai pas envie de scaler à la main des centaines de conteneurs Docker dispatchés sur plein de machines, et j'ai pas non plus envie de les monitorer et d'agir en conséquence quand il y en a un qui tombe. Notre architecture, elle va être assez simple. Je vais avoir ici mes réplicas RuffingDB, donc l'ensemble de mon cluster RuffingDB. Créer un cluster RuffingDB, c'est extrêmement simple. Vous lancez une instance, vous voulez que ce soit plus gros, vous lancez une autre instance à côté. Elles se découvrent, elles se mettent ensemble, et puis c'est parti. Donc c'est plutôt sympa.
j'ai mon RuffingDB proxy. Alors, à quoi ça sert le RuffingDB proxy? C'est un composant de RuffingDB qui permet d'agréger les requêtes qui sont similaires. S'il y a 1 million de personnes qui arrivent avec la même requête, ça ne sert à rien d'envoyer 1 million de requêtes à RuffingDB. Vaut mieux que ces requêtes-là soient uniques et donc améliorent les performances derrière. On évite de bourriner la base de données. J'ai mon serveur API qui donc incrémente en base le nombre de likes. J'ai mon front-end qu'on a vu en Node.js, en React, pardon, et j'ai mon feed qui est ce qu'on vient de voir à l'instant, la petite application Node.js qui va écouter les déconnexions WebSocket et dispatcher les événements Redux qui sont nécessaires pour mettre à jour cette application React. Et au-dessus de ça, j'ai un Nginx. Parce qu'il faut bien, il me fallait un moyen facile de dispatcher à ces différents composants-là les requêtes en fonction de si c'est une requête WebSocket, une requête API ou une requête web. Et donc, pour des raisons de simplicité, j'ai choisi cette solution. Le premier test, on va le voir, je vais vous le prouver un petit peu quand même. Le premier test qu'on a fait, c'est dire voilà, j'ai un conteneur d'API, un conteneur pour le temps réel, un front-end, et j'envoie 500 clients par seconde. On se rend compte qu'en fait, ça tient bien. Il n'y a pas de problème. On va le voir, on voit l'application qui se met à jour dans tous les sens, c'est joli, et puis il y a tout qui tient. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on s'aperçoit que quand on scale un petit peu plus en se disant maintenant j'en mets 5000 par seconde. Finalement, en fait, c'est assez linéaire parce qu'en augmentant par 10 le nombre de conteneurs, on arrive à un taux de requête qui est à peu près similaire. Alors, entre 130 et 200 millisecondes par requête, il y a effectivement une petite différence, mais je ne pourrais pas vous la détailler parce que je teste avec mon laptop. Je ne sais pas si c'est une différence qui est là surtout à cause de l'augmentation du nombre de clients ou juste parce que je n'ai pas les mêmes résultats à chaque fois. Et alors, maintenant, on va voir ça en direct. Si ça en amuse certains d'essayer de stress tester ce cluster, sachez que si vous allez du coup on va y aller ensemble, xebigo.cbnserver.com, je vais vous montrer le truc plus... Je ne sais pas si je peux, non. Je vais vous le mettre en gros dans un texte edit. Moi, il zoom, ça fait 2. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous voyez assez bien, là? Ok, bon. Je vous le laisse dans un coin, amusez-vous. Comme ça, il y en a déjà qui commencent à s'amuser. Alors vous voyez, donc là, j'ai un premier client, donc ça avance. Puis je vais en mettre un deuxième, un troisième, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Je crois d'ailleurs que en fait, j'en ai déjà certains qui sont en arrière-plan, et qui sont là en fait. Je les avais déjà préparés un petit peu, je vais les réorganiser. Le zoom. Donc voilà, là par exemple, moi, j'ai mis 4 clients dessus, qui du coup surveillent. C'est pour vous montrer qu'effectivement, quel que soit le nombre de clients que j'ai toujours une synchronisation sur tous mes clients. C'est-à-dire que vous allez voir qu'une fois que vous arrêtez de bourriner tout ce que vous pouvez, on aura les mêmes nombres dans les 4 clients. Le but, c'est que grâce à ça, comme on a toujours la nouvelle valeur, à partir du moment où le client a récupéré la dernière valeur avant que ça s'arrête, il a le bon résultat à l'écran. C'est important parce que souvent, quand on fait des systèmes du style, moi j'envoie un événement côté serveur et puis je vais faire mon real-time manuellement, donc je vais passer par une file RabbitMQ par exemple qui va dispatcher à tous mes clients l'événement. Si un événement n'arrive pas, on peut perdre des informations en cours. Là, malgré que ça aille très vite, je vais toujours, comme dernier événement d'envoyer, le tout dernier résultat en base, et donc je ne perds pas le fil des choses. À noter que RuffingDB, par exemple,
Vous pouvez peut-être le remarquer parce que parfois ça saute de numéros. En fait, ce qu'il fait, c'est que si entre deux requêtes, il y a, je sais pas moi, 100 mises à jour qui sont arrivées, il va les squasher et envoyer qu'une seule réponse. Donc, je vais éviter d'avoir tous les deltas intermédiaires et je vais avoir effectivement que le résultat final. Vous n'arrivez pas à faire plus? Je vais vous aider un petit peu parce que... Voilà, on va aider un petit peu. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer rapidement quand même, avant qu'on passe aux questions, j'aimerais vous montrer rapidement comment est sollicité du coup ce cluster par rapport à ça. Alors, j'ai juste pas... Il est là. Ok. Donc voilà, là j'ai du monitoring de mon cluster, parce qu'il faut toujours avoir du monitoring pour ce genre de choses. Et on voit que il n'est pas si stressé que ça. Alors ok, c'est un gros cluster. J'ai 127 Go de RAM, j'ai 20 cœurs, mais globalement, j'en ai... Quoi? Ça vous fait rire? J'en ai à peine un qui est utilisé finalement. Donc il est largement surdimensionné pour ce que vous arrivez à envoyer à mes clients. Et en RAM, j'ai utilisé 15 Go pour tous les composants qui tournent dessus, sachant que j'ai plusieurs bases de données RuffingDB, j'ai des applications Node.js, j'ai les composants même du cluster. Donc, pour l'instant, c'est pas grand-chose, j'ai envie de dire. Ce qui prend le plus ici, c'est Prometheus, qui est du coup le système de monitoring, parce que il doit remonter toutes les statistiques. Donc, pour finir, je pense que là, on a démontré que, alors le code source va être disponible sur GitHub, mais on a démontré qu'en fait, avec très peu de choses, on peut déjà avoir un site qui va être temps réel, mais surtout qui ne va pas demander un gros effort aux équipes de développement. Parce que vous travaillez côté client avec vos événements Redux, comme vous le faites actuellement dans vos applications React, et la seule chose qu'il faut faire, c'est OK, là, le traitement que je veux le faire côté serveur. Je rajoute un flag qui va permettre à l'événement de partir côté serveur et d'être interprété là-bas. Et puis, j'aurai la réponse chez tout le monde ou chez un subset de clients que j'ai choisi. On peut aller beaucoup plus loin et dire voilà, je veux que ce soit envoyé qu'à certains clients. Enfin, après, on peut faire tout un tas de choses. Mais au moins, on n'est pas face à des grosses infrastructures que vous pouvez voir où les gens mettent du Spark, des gros clusters Mesos, tout ça pour faire finalement du stream temps réel. Alors que finalement, là, on voit que même avec des gens de bonne volonté qui font tout leur possible pour essayer de faire tomber l'application, ça marche très bien et c'est très simple. J'ai pas eu besoin de mettre en place une grosse infrastructure pour ça. C'est les templates Kubernetes, par exemple, que j'ai utilisés pour lancer ça. C'est des simples templates qui disent voilà comment je lance ce backend, voilà comment je lance ce front-end, voilà comment je lance cette API et ce feed et ce Nginx. Point. Je peux les déployer chez Google. Là, je les ai déployés chez CloudWatt. C'est notre hébergeur souverain français. Mais j'aurais pu les déployer chez Amazon, en bare metal, peu importe. Donc maintenant, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous, en rentrant chez vous ce soir, vous vous sentez d'attaque pour dire tiens, je ferais bien une application temps réel aujourd'hui, je ferais bien un Periscope ou un Facebook Live? Ou est-ce que ça vous paraît encore beaucoup trop compliqué? Eh ben... Oui. Il y a au moins un nouveau langage de programmation à apprendre. Genre Le Redux, c'est pas du vrai JavaScript. Ah, Redux, c'est du vrai JavaScript. C'est une lib purement JavaScript. Ça s'intègre assez facilement. Question? Oui. J'ai fait un article aussi, c'est ça? Non, mais je vais les publier, comme ça vous les verrez. Ok, je publie les sources alors. On va faire comme avec le train, mais fait maison. Voilà. Ah, c'est moche.
Voilà, maintenant, super. Voilà, bah, c'est public, c'est disponible, c'est disponible sur ce repository. Et j'espère du coup à l'avenir voir beaucoup plus d'applications temps réel et moins d'applications avec des pauvres appels REST qui sont tellement old school. Oui, question? Est-ce qu'avec le build.sh, je déploie tout d'un coup, une fois, sur, je sais pas, moi, Clapot? Avec lequel? Avec ton build.sh. Alors, qu'est-ce qu'il fait le build.sh? Le build.sh, c'est bien, j'ai pas vérifié si j'avais des credentials sur le repository. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis en privé. Hein. Le build.sh, si tu prends l'application, tu fais dans chaque répertoire un yarn pour avoir toutes les dépendances, tu lances build.sh, ça va pusher sur Docker toutes les images qu'il faut. Après, dans le répertoire K8s, j'ai tous les descripteurs qu'il faut pour lancer sur un cluster Kubernetes n'importe lequel. Je vous conseille par exemple d'essayer celui de Google Container Engine qui est super bien fait parce qu'en 3 clics, on peut avoir un cluster Kubernetes de production qui tourne. Et puis, vous envoyez ces fichiers YAML dessus et vous avez l'application telle qu'elle. Et puis, elle se scalera. Vous pourrez le faire. D'autres questions? Oui. Est-ce que tu penses que ces frameworks-là s'appliquent pardon, à des solutions à très forte volumétrie, à très faible latence, qui les accès marché ou pas? Alors, React et Redux, oui. Très clairement, quand on regarde aujourd'hui, en tout cas pour le côté front, dans ce cas-là, pour le côté front, React et Redux, je pense qu'on s'approche de ce qui se fait de mieux en termes de réactivité pour mettre à jour une page. Alors ça, c'est le front. Après, pour du back, pour de la finance, ce qu'on va avoir comme problème pour la finance, c'est ce qu'on va avoir comme souci, c'est que comme on utilise RuffingDB, on est sur une base NoSQL qui ne garantit pas forcément, on n'a pas de relationnel, on n'a pas tout ça. Donc on va forcément rentrer dans des problématiques de cette action, elle a déjà été faite, oui, non. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai 2 actions qui arrivent côté serveur et que j'achète du coup 2 fois des stocks au lieu d'une, ça va poser problème. C'est-à-dire qu'à la limite, j'utiliserai peut-être RuffingDB en coordination avec une base de données faite pour la finance à côté, juste pour du coup streamer en temps réel à mes utilisateurs des informations qui seront liées à leur front-end. Mais très clairement, je taperai derrière sur des API d'une base de données faite pour la finance, quoi. Faite pour ça, oui. Quel est l'avantage de React par rapport à Web Components? Alors, là, c'est pas le débat, mais c'est une très bonne question. Je serais ravi d'en discuter. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus facile que React. Alors, c'est quand même pas tout à fait la même chose parce que React, l'idée initialement, c'était de proposer un framework JavaScript qui marche sur n'importe quel navigateur. Je sais que Polymer ne marche pas partout. Maintenant, si. Mais en tout cas, à l'époque où React est né, l'idée, ce n'était pas de créer des réels web components, mais de créer des composants JavaScript qui ont un état qui leur est propre et qui permet à ce framework-là d'avoir un arbre virtuel et de savoir qu'est-ce qu'il doit rendre ou pas. On n'est pas effectivement dans l'approche de Polymer de dire je vais vraiment créer des vrais web components faits pour les navigateurs qui le supportent. C'est pas tout à fait la même approche. Là, une application React, une fois qu'elle est compilée, elle marche partout. C'est du pur JavaScript derrière. Il transforme en fait les composants que tu écris en react.createElement. Enfin, il n'y a plus du tout de HTML à l'intérieur à la fin. Question? Oui. Middleware Redux Ouais. utilisé pour faire une peine, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle pas. Il est disponible en open source sur le projet. J'aurais pu en faire une librairie, c'est vrai, mais je n'ai pas eu le temps.
Mais c'est extrêmement simple, c'est 5 lignes de code. Tu les mets tu copies-colles le fichier dans ton projet, et puis tu l'importes tu le configures dans ton store Redux, et puis c'est bon, quoi. En fait, il fait qu'interpréter les événements Redux, et soit il voit le flag serveur et il l'envoie côté serveur, soit il le voit pas, et donc il passe au prochain middleware. Et s'il n'y en a pas, celui par défaut de React, quoi. Enfin, de Redux. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que RustyDB c'est bien codé? J'ai pas d'opinion, mais je veux savoir. Alors, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est des avis divers et variés de gens qui ont mis vraiment le nez dedans et qui ont constaté que parce que ça a été pensé pour un objectif bien précis qui est de faire du real-time, ça a été codé dès le début dans cette optique-là et ça a été plutôt bien fait. Voilà. Je dis ça parce qu'en fait, quand on essaye de faire du real-time avec d'autres technologies, style par exemple une MongoDB, on peut faire un petit peu du real-time. On peut utiliser des tailable cursors dans MongoDB qui nous permettent d'avoir un flux réel d'événements. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, c'est un trick. C'est ça ce que j'appelle bien codé. C'est bien codé pour faire du temps réel. On m'a dit que c'était la meilleure base de données au monde, mais pour faire ça, c'est bien fait. Oui, c'est fini. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis dehors si vous avez d'autres questions, et puis à bientôt.